C'est la première série française qui va parler du monde du rap en France. Je suis qu'un homme, mais au moins j'ai mes idées. C'est pour ça que j'ai refusé la série validée. Tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu vas la regarder. Game ridicule comme le DJ d'invalidé. C'était très Gastambiesque encore une fois. Grossir les traits. Vas-y, viens, on discute. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Viens on discute, où je raconte des histoires autour du rap. Et ok, aujourd'hui on va parler d'une série, mais c'est quand même une série qui est articulée autour du rap, et donc ça rentre dans mon cahier des charges. Et de toute façon, si je veux faire une vidéo demain sur la cuisine grecque, qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui je suis content. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'une série où on entend 92 fois le mot Tipeee, et j'adore Tony Parker. Il nous domine parce qu'il pense qu'on est de la merde. Avant tout, il faut savoir que j'ai créé cette chaîne en mars 2020, date de la sortie de la première saison, et donc c'était forcément une de mes premières idées. Mais finalement, je suis parti dans des portraits et j'ai un peu abandonné l'idée. 1 an et demi plus tard, avec la saison 2 qui s'apprête à sortir, je me suis dit que c'était le bon timing pour vous en parler, avec sûrement un peu plus de recul que si je l'avais fait à l'époque. Dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser les clés du succès phénoménal que ça a été, puis je vous dévoilerai ce que j'en ai pensé, les bons points d'abord, les mauvais ensuite. Spoiler, il y en a un peu plus. Bref, je te propose de t'abonner si c'est pas encore fait, de me suivre sur Instagram et sur Twitter. Et c'est parti pour cette vidéo un petit peu spéciale. Viens on discute. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupes et des idées stupides. Avant d'être un des réalisateurs les plus en vue de sa génération, Franck Gastambide grandit à Melun, dans le 77. Pour comprendre comment il est passé du mec dyslexique du fond de sa classe à un des réalisateurs les plus rentables de l'industrie du cinéma français, on va essayer de revenir un petit peu sur son parcours. Là, vous voyez une porte d'entrée. Bon, enfin, vous voyez un chien, vous êtes pas complètement fou. Mais vous voyez la porte d'entrée de Franck dans le cinéma. Adolescent, il découvre une passion pour les animaux. C'est la première fois qu'il est bon dans quelque chose et c'est une révélation. Très vite, il devient dresseur de tous les Rottweilers du 77, puis de l'Île-de-France, jusqu'au jour où Mathieu Kassovitz se fait sûrement la plus grande passe D de sa vie, en l'appelant pour le tournage des Rivières Pourpres en 2000. Le courant passe et le réalisateur de La Haine lui présente ses poteaux de court-trajmé, genre Romain Gavras, Ladji et j'en passe. Et c'est comme ça qu'il finira par se faire niaquer par son propre chien dans le mythique clip de Pour ceux. On les besoins sans marcher dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin. À force de traîner avec cette équipe, il finit par mimétisme sûrement par s'acheter un caméscope et filmer un peu tout et n'importe quoi. Un jour, alors qu'ils étaient tous en vacances au Brésil, il filme Mouloud Achour en train de jouer au basket et lui montre les images. Mouloud Achour, je suppose que Mouloud a chaud, mais surtout, Mouloud adore. Ni une ni deux, il lui propose de venir filmer sa nouvelle émission sur MTV. La morale de cette histoire, c'est que Mouloud a déjà fait du sport. Bah, je rigole, ça va. Non, on est là pour déconner, attends, ça va. Non, la vraie morale, c'est que Mouloud a déjà le bras long et peut lancer des carrières, puisque Franck Gastambide va tout de suite s'accepter et va devenir cadreur, puis réalisateur de son émission sur MTV. Ça fait mal. Un peu plus tard, il a l'idée d'une parodie de télé-shopping où trois potes tentent de vendre des produits absurdes en bas de leur tour. Canal achète le concept et en fait sa première web-série en 2009, en plus d'être diffusée sur Canal+ décalé. Et c'est Kassovitz qui l'aurait motivé à imaginer une vraie fiction d'1 heure et demie. Et donc, en 2012, sort Les Kairas. C'est le film français le plus rentable de l'année, parce qu'il dépasse les millions d'entrées d'abord, mais surtout parce qu'il a pas coûté grand chose. Ça y est, sa carrière est lancée et il joue dans quelques films avant d'enchaîner avec Pattaya et Taxi 3. Franck Gastambide est désormais abonné au carton d'audience. C'est la figure de la comédie populaire par excellence. Toujours attaché à la culture urbaine, comme on dit sur Énergie, il laisse les clés des bandes originales à DJ Core, et c'est comme ça qu'il aurait eu l'idée d'une série sur le rap en France. Et DJ Snow, le personnage qu'il joue dans la série, est complètement inspiré de Core. Canal accepte l'idée et va produire la série. Franck n'a pas seulement des cartons d'audience comme argument. Franck est plutôt légitime puisqu'il vient de banlieue, il a commencé avec Courtrajmé, il a écouté du rap toute sa vie, et il en fout à chaque fois dans ses bandes originales. Dans la série L'Entourage, on suit les péripéties de Vince Chase, acteur fraîchement débarqué dans Hollywood avec son agent Harry Gold. J'ai pas vu la série, mais apparemment on suit plus ou moins les hauts et les bas d'un mec à qui on promet d'être la tête d'affiche de la prochaine grosse production, avec des retournements de situation de partout et des vrais acteurs qui jouent leur propre rôle. Par exemple, au début de la série, Jimmy Kimmel lui propose de venir faire sa promo dans sa vraie émission. Alors, est-ce que Fred de Sky est une sorte de Jimmy Kimmel français? J'en doute un peu, mais vous voyez où je veux en venir. L'Entourage est la série référence de Validé et de ses auteurs. En gros, c'est l'histoire d'un jeune rappeur qui fait un immense buzz grâce à un freestyle sur Planète Rap. Tout au long de la saison, on suivra son ascension dans le milieu du rap, avec tous les problèmes que ça implique dans son entourage, son quartier, ses rivaux, les gros patrons de label, et les bisous avec Angèle. Sams joue le rôle de Booba, de Mastar, pardon, son ancienne idole qui a le seum de voir Apache lui prendre un petit peu de lumière. Il connaît Franck Gastambide depuis un tournage commun en 2017. Il a aussi accepté le rôle de directeur artistique de la BO, qui compte plus de 100 millions de streams sur Spotify, donc un énorme bravo à lui pour le taf, et surtout à Nino.
La série sort le 20 mars 2020 et on a en droit de se demander si Franck et Vincent Bolloré n'ont pas fait un petit voyage prophétique à Wuhan vers novembre 2019. Effectivement, la série sort seulement 4 jours après le début du premier confinement. En plus de ça, Canal+ suit la tendance de Netflix et offre ses services pendant un mois pour participer à l'effort de guerre. Du coup, tout le monde regarde. Bon alors, la première série sur le monde du rap français aurait eu quoi qu'il arrive un succès, mais là c'est carrément une aubaine. Fin mars, voilà que tout le monde parle de la nouvelle série Canal avec l'Amérindien qui rappe là. Au fond de moi, j'aime imaginer qu'on pourrait se dire tous ensemble que le confinement est tombé à tic. Pour cette série quoi. 6 millions de streams en première semaine, 20 millions au mois de mai, 30 millions aujourd'hui. On est bien sur les chiffres de MyCanal et pas du dernier album de PNL. En 2020, c'est la 3e série la plus regardée de l'année, et surtout la première française. Alors oui, je suis un salopard, mais pas non plus au point d'expliquer ce succès seulement avec le confinement. Il y a d'autres séries qui sont sorties à ce moment-là, par exemple Devs est sorti en mars 2020, et tu l'as pas regardé. Alors mesdames et messieurs, pourquoi un tel succès ? C'est juste que les gens, ils mangent pas du caca. La première raison, c'est qu'elle traite du rap, et j'apprends rien à personne si je dis que c'est la musique du moment, celle qui stream, qui vend des CD, qui squatte les charts, emmerde la variété, et celle qui fait rêver les gamins. Évidemment que ça l'intéressait plus de gens qu'une série sur le jazz pendant la prohibition dans la Nouvelle-Orléans. Et la première force a été d'imiter des séries comme L'Entourage ou 10%, en s'installant dans un décor qu'on connaît tous, nous les fans de rap. La série commence à peine que t'as l'impression d'être dans un épisode de la Bouscasemaine d'un rappeur à Planète Rap. Franck a mis le paquet pour s'offrir ce luxe, puisqu'on retrouve entre autres Mr V, Nino, Esprit Noir, Boustaflex, Cool Chain, Driver, Laurent Bounot et j'en passe. On voit carrément des vrais journalistes de Combini pour un live en direct du concert d'Apache, les mêmes qui avaient filmé une journée en studio avec Damso. Et apparemment, ils ont filmé dans les vrais locaux d'Universal, dont le nom a été remplacé par Omega. Un autre atout a été la presse Tanzatic qui a autant porté la série sur ses épaules qu'elle lui a permis de complètement péter pendant les semaines qui ont suivi. C'était une sorte de gagnant-gagnant. D'ailleurs, pour l'anecdote, il était confiné à 2 km de chez moi pendant toute cette période. Et c'était marrant quoi. Et d'après Franck Gastambide, ils auraient casté plus de 200 personnes pour le premier rôle. Apparemment, ils sont tombés sur le premier freestyle de Chaise Pliante et sont restés bouche bée devant un tel charisme et une telle énergie. Rends-leur l'argent, t'es pas François, tu t'es fait cuire comme chez Paul Bocuse. À l'époque, ils faisaient 10 000 vues et l'idée c'était vraiment de choper un no-name pour que la série soit plus grande que l'artiste. Faut pas qu'on se dise ah ouais, la série elle a fonctionné juste parce que c'est Vald le héros par exemple. Et d'ailleurs, le fait que l'acteur était plus ou moins dans la même situation dans sa vraie vie a forcément rajouté un petit côté authentique. Par exemple, au moment où il rencontre Cool Chain dans la série, on peut forcément imaginer qu'il aurait eu à peu près la même réaction hors caméra, lui qui s'est complètement bousillé au rap français. Tu sais que c'est un truc de ouf de te parler là, en vrai, genre, je te jure. Ça va, tranquille, y'a rien. Outre l'environnement, Franck Gastambide réussit la gestion du suspense de la série au point où tu peux très vite devenir accro. Sa gestion des cliffhangers, c'est-à-dire des fins d'épisodes où tu meurs d'envie de connaître la suite, est quasiment diabolique. Ça m'a presque fait penser au code de la télé-réalité. À chaque fois, on quitte les épisodes avec un drame absolu, et forcément, on clique comme des cons sur l'épisode suivant. Et le fait de faire un format de 30 minutes, hérité de l'entourage encore une fois, au lieu de 50, imaginons, lui permet de balancer 10 cliffhangers très forts. Du coup, et ça c'est un des vrais points forts de la série, tu peux facilement la regarder en 2-3 jours, voire une nuit si t'es complètement dingue. Vous voulez faire comme ça? D'accord. Dans les interviews, Franck avoue qu'il y pense depuis 2015 et qu'il a bossé dessus à plein temps pendant 2 années entières. Entre l'écriture des 5 heures d'épisode, le rassemblement de la moitié du rap game, journaliste compris, la création des 29 sons de la BO, le casting de l'acteur principal avec un univers adéquat à son physique et son style, j'imagine même pas le travail d'orfèvre que ça a dû être. Enfin, et ça serait un des derniers bons points, il faut absolument noter la bonne performance des seconds rôles. Ils sont tous bons. Que ce soit Sergio Ltox, Mounir, Hakim Gemili, le patron de la Belle ou encore Sabrina Ouazani. La différence est tellement immense en termes de niveau de jeu avec les 3 héros. Et là, on va rentrer tout doucement dans ce qui va pas du tout dans cette série. Mais si les seconds rôles sont aussi étincelants, c'est parce qu'ils comblent l'amateurisme latent et presque insupportable des 3 acteurs principaux. Alors c'était un pari, faire porter une série entière sur des non-acteurs. Et à la limite, c'est pas très grave quand t'imagines qu'ils sont tous jeunes et qu'ils seraient également timides dans des situations comme ça dans la vraie vie, si tu veux faire un truc réaliste. Mais quand tu vois la performance des acteurs qui jouent Wallace et Brody dans la première saison de The Wire, tu dis ah ouais, ça aurait été pas mal quand même d'avoir des vrais acteurs. Au moins pour ses 2 potes. Alors Attic a pour lui un immense charisme et le fait de savoir très bien rapper. Ça permet des scènes pleines de réalisme comme celles des concerts, en prison ou au Zénith. Mais le problème c'est qu'on dirait qu'il a qu'une seule émotion disponible dans sa palette d'acteurs. On dirait François Civil. J'adore François Civil, mais soyons honnêtes. D'accord. Les moments où il joue le mieux, et je dis pas ça pour faire le mec, je trouve que c'est quand il parle pas. Genre la scène du GoFast sur la fin là, elle est vraiment bien. Mais bon, je lui en veux pas. Le mec avait jamais pris de cours de théâtre, c'est normal de pas exceller tout de suite devant une équipe technique, une caméra. Ça peut être stressant, je comprends. N'est pas Romain Duris dans Le Père et le Jeune qui veut. C'est con, il y a des mecs qui crèvent de faim au Bangladesh. Oh, merde, t'as raison. Au Bangladesh? Il a raison. Je dis que je veux une femme, c'est normal, non? Non, pas vraiment. Pourquoi, vous avez jamais envie de femme, vous, monsieur Moroni? Si, mais... T'as dormi dans la cuisine? C'est nouveau, ça? Non, même pas, j'ai écrit toute la nuit, même. Et maintenant, tout le monde écoute le son avec Mastar. Et ils disent quoi?
Il kiffe de ouf. Ils ont même dit que t'étais plus street que lui. Parce que moi, je dois pas trop être ton genre de meuf, en fait. Les rappeurs, vous les préférez avec des sangs, des cures faits, non? Bon alors c'est dommage qu'ils aient pas pu engager quelqu'un de moins de 75 ans dans les scénaristes. Je pense qu'ils les auraient prévenus. Mon activité de youtubeur ne me permet pas de les assassiner sur les placements de produits grossiers, que ce soit pour Move, Skyrock, Coca, Red Bull. Clairement, je serais le premier à accepter 40 € pour vous présenter une marque de matelas éclatée. Mais je suis obligé de dire que ça casse le charme d'une série qui en manquait déjà cruellement. Alors il y a un truc, c'est peut-être anecdotique et peut-être que ça dérange que moi, mais les graphismes pendant les lives, les stories, les posts Instagram et tout, ils sont catastrophiques. Bon, franchement, on dirait que ça a été fait par un stagiaire qui a regardé un tuto rapidement sur After Effects et qui devait rendre le montage le soir même. Pour une série avec plusieurs millions de budget, je trouve ça ouf, je trouve ça indécent même. Alors c'est vrai que tout ce que je viens de dire pourrait être secondaire si on avait un scénario implacable. Mais malheureusement, c'est vraiment pas le cas. Alors l'histoire est cohérente et assez agréable à suivre, mais il y a trop d'énormités et de raccourcis. Dans une série 100% fictionnelle, ça m'aurait peut-être moins dérangé. Mais dans un décor qui te rappelle la vraie industrie et une série qu'on te vend comme hyper réaliste, c'est problématique. Par exemple, à un moment, Apache commence à être bien gros, il sort un album attendu, sauf qu'il est complètement éclipsé juste parce que Mastar va en prison. C'est un peu gros quand même. Et après ça, grâce à un concert sauvage avec 25 personnes devant une prison, il fait finalement un platine en 2 semaines. Un platine en 2 semaines! C'est complètement incohérent pour un rookie. Dites-vous que même Ultra et Julius cette année ont mis plus de temps alors que c'est des gigatêtes d'affiches. Tu mets un disque d'or et déjà c'est un peu plus crédible. Et ça me dérange dans un sens parce que si tu connais pas trop le rap, si tu regardes cette série, tu peux te dire ah ouais ok, en fait c'est que du marketing et du buzz. À aucun moment ça parle de la qualité d'un son limite. Quand t'es scénariste et que t'es enfermé dans un bureau avec 3 scénaristes et qu'on cherche des idées, qu'on se dit il faut qu'il se passe des événements, il faut que ça claque. Et il faut qu'on choque et il faut qu'on procure des émotions quoi, tu vois. Et bah tu vas t'autoriser des choses. Sinon ça veut dire quoi? Il faut qu'on s'inspire que de faits réels et qu'on... Non. Je me dis, ok c'est poussé, mais dans l'absolu ça pourrait arriver. Et puis allez, vas-y, ok ça pourrait pas arriver. Est-ce que ça va claquer à l'image? Est-ce que ça va être cool? Ouais. Pourquoi on le fait pas? Et tout ça participe à un autre problème. Les spectateurs n'ont le droit à aucun répit. Chaque épisode suit la même chronologie. Au début, Apache est dans la merde jusqu'au cou, il est à 2 doigts de se suicider, 20 minutes plus tard, tout est réglé, c'est le roi du monde, et juste avant que ça s'arrête, il y a un nouveau drame, genre on a tué la moitié de sa famille. J'exagère à peine, mais tout est trop grave et tout se règle en 2 minutes. Franck Gastambide ne prend jamais le temps, c'est bourré de raccourcis et de facilité, et il n'y a aucun charme à rien. Pareil pour les cliffhangers. Ok, c'est un accro, je vais pas le dire le contraire, mais est-ce qu'on est obligé de faire le coup à chaque fois ? Jusqu'à la dernière scène carrément. On dirait limite qu'il a peur que personne regarde s'il met pas un immense drame à chaque fin d'épisode. Bon alors à un moment il fallait qu'on s'arrête sur le rôle de Brahim. Et honnêtement, je pense que j'ai jamais vu un personnage aussi stupide. Alors c'est très pratique pour la série, ça permet d'alléger l'ambiance entre 2 coups de pute de Mastar, et clairement il est là que pour ça. Et j'avoue qu'il est drôle. Mais le mec n'a pas eu une seule bonne idée en 10 épisodes. Et même l'acteur, je sais pas comment il s'appelle, mais si j'avais été lui, j'aurais dit bah Franck mec, t'abuses à un mot. Donne-moi une bonne réplique à un moment, s'il te plaît, au moins, je sais pas. Mais non, il est juste débile tout le temps, dénué de toute profondeur. Mais voilà, c'est comme tout dans cette série, c'est toujours tout noir ou tout blanc, aucun bleu, aucun rose, aucun gris, aucune subtilité, aucune finesse. À un moment, t'es à 2 doigts d'arrêter ta carrière, 10 minutes plus tard, tu te fais 100 000 balles parce que tu vas faire des concerts dans des chichas dans le 94. Parfois, Franck, j'ai l'impression que tu nous prends un petit peu pour les couteaux les moins aiguisés du tiroir. Et tout est cliché à la mort. Les héros sont gentils et naïfs, les mecs de Maison 10 sont cyniques et snobs, et dans les quartiers, il y a que les mamans qui sont gentilles, sinon tout le reste, c'est que des idiots, prêts à tuer pour un peu de buzz. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle Booba ou Sosomanes ont refusé d'apparaître dans la série. Les gars qui grossissent les traits des communautés pour faire rire les gens d'Auxerre ou je sais pas quoi, ça me casse les couilles. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. L'homme pâle, c'est un pilier du rap français. Et c'est vrai qu'un jeune de banlieue qui rêve de devenir rappeur en vendant du shit et qui tombe amoureux d'Angèle, bah c'est pas hyper original quoi. Et d'ailleurs en parlant d'Angèle, je voulais préciser, en ma qualité de bon vivant, reconnu officiellement par l'Amicale des Bringueurs de France, j'ai jamais vu personne partir avec une bière aussi pleine. C'est une honte. Tu payes 8 € une pinte et tu la laisses comme ça, entière. Non, ça se passe pas comme ça. Madame, on est en France. On a une tradition d'alcoolique à respecter. J'espère au moins que Attic l'a terminé et qu'il s'est mis une race tout seul. Et je sais que Franck Gastambide et son équipe veulent ramener toute la terre pour crédibiliser un peu la série. Mais honnêtement, hein, on est à 2 doigts de l'ambiance Tony Parker et Zidane, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Je crois que ça va être encore pire avec la saison 2. Non, validé, oui, ouais. Mais j'étais dans le 2, je suis dans le 2. Ouais, Franck, il a vu, bien sûr, le Renoir, il a vu le Renoir monter. Pfff, il a dit, JP, viens, s'il te plaît. Il m'a jamais calculé. Ce jour-là, il m'a appelé, JP, viens.
Francky, on voit clair dans ton jeu. Mais je vais venir parce que t'es mon gars, y'a pas de problème. On connaît ce bonhomme, on le connaît. Si on ajoute à ça les cliffhangers un peu grotesques, j'ai un petit peu l'impression que tout ça s'est fait pour masquer une sorte de peur de l'échec absolument titanesque. Et c'est ce qu'on va voir dans la conclusion. Il faut que je fasse des entrées, il faut que je sois bon à la télé, il faut que je plaise, il faut qu'on m'aime, il faut que mes films marchent, il faut que je fasse des films tant que je suis à la mode. Enfin, tu vois, toute cette putain de pression, d'angoisse que ce métier t'impose. En écoutant toutes ces interviews, j'ai découvert un homme débordé de trauma de son enfance. Il a tellement manqué de reconnaissance gamin qu'il est terrifié à l'idée de perdre celle qu'il a depuis une dizaine d'années. Il s'accroche à ça, c'est vital. Et puisqu'il se sent pas comme un intello qui a grandi dans une culture bourgeoise, il pense qu'il serait mauvais ou au mieux banal dans un genre un peu plus classique du cinéma français. Donc il part de l'autre côté, dans la comédie populaire, parce que c'est le genre qui fait le plus d'entrées. Et c'est sûrement ça qu'il a le plus vu quand il était gamin au cinéma. Dans Validé, on n'est pas sur un Breaking Bad ou sur un Baron Noir. C'est pas une série d'auteurs et c'est pas une insulte de le dire, c'est clairement assumé. On est sur une série écrite et produite pour marcher, et en ça, le pari de Franck Gastambide et de ses producteurs est plus que réussi. Et si tu veux plaire à tout le monde, ce qui est clairement l'ambition de Validé, il faut vulgariser, il faut simplifier. Même pourquoi pas jouer sur des clichés. Tu peux pas vouloir faire une série spé hyper poussée et en même temps faire 30 millions de streams. C'est juste incompatible. Alors j'ai été assez violent pendant cette vidéo et au final je voudrais conclure en disant que c'est très possible que je mate la saison 2 par curiosité et parce que ça se mate hyper vite. Et donc à la fin, c'est quand même Franck Gastambide qui gagne. Malgré tout, j'ai pris du plaisir à voir la série et elle est pas trop mal notée sur Sens Critique. Surtout si tu compares à Pattaya, Les Kaira et Taxi 5. Sachant que, encore une fois, Franck Gastambide n'est pas là pour contenter les internautes de Sens Critique ou les grands fans de rap, mais bien pour remplir les salles ou bien défoncer les streams dans le cas de Validé, et in fine contenter ses producteurs qui lui donneront d'office les clés pour d'autres projets par la suite, tellement il représente un bon investissement pour eux. J'ai rien contre l'homme, évidemment. J'espère que s'il voit ça, il comprend bien que c'est pas avec mes 20 000 abonnés que ça va changer quelque chose au succès phénoménal qui s'annonce déjà pour la partie 2. Je lui enlèverai jamais que c'est quand même devenu quelqu'un dans l'industrie du cinéma, en partant de dresser des chiens et en charbonnant comme un dingue, mais en même temps, c'est pas pour ça que je vais dire que j'aime ses films. Voilà, ça n'a rien à voir. Chacun pense ce qu'il veut. Si ça te plaît pas, ça te plaît pas. T'as le droit, et t'as même le droit de le dire. J'espère avoir été clair, n'hésitez surtout pas à me dire si vous êtes d'accord, si vous me trouvez dur ou au contraire pas du tout. Vous avez compris, vous pouvez dégommer les commentaires, ça aidera à rendre mon travail un peu plus visible. D'ici là, je prépare la suite. Enfin, déjà, je vais monter cette vidéo, mais normalement, si tout se passe bien, je vais bientôt sortir une vidéo sur un mec qui fait 4 Bercy en mars. Donc, abonne-toi si tu veux pas rater ça. Et la bise. Il parle sans cesse dans mon dos, bitch, faut la tête, j'ai des preuves que c'est une hoe, yeah, bitch. Ceux qui savent, savent.